Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Elle joue un rôle important dans le processus de développement du continent africain. La diaspora est un levier non des moindres pour promouvoir notamment la formation professionnelle et l'entrepreneuriat. Un invité sur ce plateau pour nous en parler. Je reçois pour vous Monsieur Safiou Radji. Vous êtes économiste, expert comptable. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie infiniment, M. Gaëtan, pour qu'on puisse discuter de cet apport spécifique de la diaspora pour le continent à travers la formation professionnelle et l'entrepreneuriat. Merci. Et la formation professionnelle dont on parle, en quoi le rôle de la diaspora peut-il être primordial dans le domaine? D'abord, il faut se mettre à l'esprit que une des premières motivations de la diaspora quand elle part à l'étranger, c'est d'avoir la possibilité d'acquérir de la compétence, d'acquérir de l'expertise. Donc c'est bien naturel que ce soit un des leviers par lesquels le continent peut bénéficier le plus de la diaspora. Et la formation professionnelle, pourquoi? Parce que c'est peut-être l'approche de la formation qui est la plus en phase avec les besoins du continent, puisque la formation professionnelle a cela d'extraordinaire, c'est qu'elle aboutit à des métiers, elle aboutit à l'employabilité, elle aboutit à créer de la valeur, de la richesse. Alors, Monsieur Radji, la priorité aujourd'hui, ce sont les métiers dits d'avenir. À quoi fait-on allusion lorsqu'on en parle? En fait, je dis souvent une boutade pour essayer de détendre un peu les idées qu'on a sur cette question des métiers d'avenir. Je pense qu'il faut plutôt réfléchir à l'avenir des métiers avant de parler des métiers d'avenir. Pourquoi je parle de l'avenir des métiers? C'est que c'est très important sur le continent que les métiers que les personnes exercent aujourd'hui, on les maîtrise mieux, qu'on renforce ses compétences, qu'on valorise ses compétences pour se positionner par rapport à son parcours professionnel. Donc il faut d'abord travailler sur cette problématique-là de l'avenir des métiers, de l'avenir de son métier et être en situation à chaque fois de se valoriser pour passer de son potentiel à une puissance professionnelle. Maintenant, pour ce qui est des métiers d'avenir, souvent quand on parle de cette problématique des métiers d'avenir, on pense tout de suite aux nouvelles technologies. À la digitalisation, au numérique, etc. Parce que c'est un domaine déjà en soi qui est relativement récent. Je parle des nouveaux développements, de l'intelligence artificielle ou des blockchains, etc. Donc, de fait, ce domaine, avec son extension et toute l'ébullition qu'il y a dans le domaine du digital, crée des nouveaux emplois, crée des nouvelles perspectives, crée des nouvelles opportunités pour les jeunes de se former. Mais ce sur quoi moi je voudrais attirer l'attention de nos jeunes sur le continent, c'est d'aller vers les métiers qui sont proches de leur métier de base. Il ne faut pas aller dans le digital les mains vides. Il faut d'abord bien connaître ses compétences propres et voir les métiers du digital qui s'adossent, qui s'appuient sur leur métier de base ou leurs compétences de base. C'est cette imbrication-là que je promeux beaucoup plus que de parler des métiers de manière littéraire ou de manière exhaustive. Mais on peut quand même énumérer un certain nombre de domaines où il y a des métiers qui se créent, qui se développent. Donc j'ai parlé du digital, le numérique. Je veux parler aussi de tout ce qui se passe en termes de transformation, de transition. Les métiers de transition, les métiers de conduite de changement, les métiers d'accompagnement du changement sont aussi des métiers d'avenir sur le continent. Je parlerai aussi du domaine agricole. Paradoxalement, on est un continent où l'agriculture devait être le métier premier, mais on n'a pas assez d'agriculteurs, on n'a pas assez de paysans au sens noble du terme. Aux États-Unis, les fermiers sont parmi les plus riches du pays. Et ce que je rêve comme perspective pour mon continent, c'est qu'on ait bientôt des fermiers africains qui soient parmi les plus riches du monde. Et ça suppose que dès maintenant, les jeunes prennent l'agriculture comme étant un domaine où on peut vraiment créer son avenir, inventer son possible en croyant aux possibilités qui existent, en essayant de s'appuyer aussi sur tous les mécanismes que met en place les États, notamment notre pays qui est vraiment considéré comme un modèle, un pionnier en matière de capacité à innover pour accompagner le développement du monde agricole, du monde paysan. Et donc, tous les métiers qu'il y a dans le domaine agricole, soit l'agronomie, que ce soit aujourd'hui la conduite des drones, la capacité à faire de l'agriculture assistée par informatique, tous ces métiers-là sont des métiers à fort potentiel sur lesquels les jeunes peuvent miser et essayer d'avoir des perspectives professionnelles intéressantes. Oui, allez-y. Je citerai aussi tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'entrepreneuriat de manière générale. C'est vrai que ce n'est pas un métier d'avenir en tant que tel, mais il faut maîtriser un certain nombre de fondamentaux qui permettent d'être un bon entrepreneur. Parce qu'un bon entrepreneur, c'est aussi quelque part un métier d'avenir sur le continent. Nous allons décortiquer cette thématique, mais avant, vous avez participé à Cotonou, au Bénin, au Salon Afrique Unie. Un exemple type de ces initiatives de la diaspora à encourager?
En tout cas, pour y avoir participé à cette édition, je dois vraiment saluer les organisateurs de cet événement qui, à mon avis, restera une référence sur le continent, puisque le Salon Afrique Unie se faisait en France jusqu'à présent, et c'est la première fois que le salon est descendu sur ces terres, sur le continent, et ça se fait passer au Bénin, où les autorités ont vraiment mis les moyens pour que cet événement ait un écho et aussi un impact direct au niveau de la population. Et moi, j'ai eu la chance de modérer un panel qui portait justement sur la formation professionnelle, où j'avais en face de moi, c'est là où on voit qu'il y a un intérêt pour la formation professionnelle. J'avais 2 grands dirigeants du continent, un dirigeant du groupe SIFCA qui s'occupe de tout ce qui est agricole en Côte d'Ivoire, et puis un dirigeant de General Electric, qui est un groupe international qui s'occupe de tout ce qui est énergie, qui est aussi un des domaines où il y a des métiers d'avenir. Donc j'avais ces 2 patrons, grands patrons, comme panélistes, et à côté, j'avais un spécialiste qui a mis en œuvre des mesures spécifiques de formation professionnelle dans des domaines où tout le monde se disait on ne peut rien faire, c'est parce que les jeunes n'ont pas d'activité, qui se laissent aller à des extrêmes, etc. Et lui, il a pris 400 jeunes qu'il a formés, qui aujourd'hui sont des exemples au Cameroun. Donc j'avais ce panel-là qui a permis vraiment de mettre à plat la question de la formation professionnelle sur le continent. Et vraiment, on a vu comment la diaspora peut, à travers ce genre de plateforme, transférer des compétences, transférer des expertises, partager des expériences qui permettent vraiment aux initiatives qui sont sur le continent de travailler en bonne intelligence avec les capacités de rayonnement, d'entraînement des membres de la diaspora, mais aussi un certain nombre d'alliances qui ont été mises en place pour que désormais certains projets qui sont faits dans certains pays puissent être portés par la diaspora pour être benchmarkés, appliqués dans d'autres pays. Donc c'est en ça que la diaspora et la est question, un des acteurs et du la développement. question basique que nous avons envie de vous poser, c'est quel regard vous portez aujourd'hui sur les politiques de formation professionnelle en Afrique? En fait, il faut se rendre à l'évidence que la formation professionnelle, c'est un domaine dans lequel il faut beaucoup de moyens. Parce qu'il s'agit de former les jeunes à la pratique. Donc ça suppose des plateformes, des équipements qui soient vraiment d'une certaine qualité. Sinon, la formation n'est pas à la hauteur. Et nos États ont commencé à investir depuis longtemps. Et on est en train de gérer actuellement le basculement vers l'alternance, vers l'apprentissage qui n'existait pas assez sur le continent et qui va changer beaucoup de choses. Figurez-vous que l'Allemagne est devenue cette puissance économique parce qu'elle a d'abord été une puissance importante en matière de formation professionnelle et en matière de formation technique. Tout ce que l'Allemagne a su développer par rapport aux machines-outils, par rapport aux équipements et même dans l'automobile, ça vient de ce choix stratégique de miser sur la formation technique professionnelle des jeunes et qui a permis d'avoir des générations d'ingénieurs après qui portent aujourd'hui cette espèce de modèle allemand en matière d'industrie, en matière d'émergence au niveau international. Donc, ce qu'on souhaite pour nos pays, c'est qu'on mise massivement sur la formation professionnelle à travers nos moyens propres, mais aussi en s'appuyant sur la diaspora pour amener les expertises, pour amener des coopérations et faire en sorte aussi que le développement de la formation professionnelle soit le premier chapitre pour les jeunes en Afrique. Parce qu'au moins, en passant par la formation professionnelle, on est sûr d'une chose, on peut avoir un métier, on peut avoir un emploi et on peut même avoir son entreprise. Et la formation professionnelle a pour corollaire l'entrepreneuriat. Quel avenir pour ces jeunes qui sont dans les incubateurs? En fait, justement, une des valeurs intrinsèques de la formation professionnelle, c'est que ça apprend à une pratique professionnelle. C'est vraiment ça, l'ADN de la formation professionnelle. Et ce qu'on essaye de faire dans les problématiques sur lesquelles j'essaie de travailler, j'avais lancé, quand on a fait le programme, le forum Erasmus+, au Togo, un ambitieux projet d'avoir 10 000 jeunes qui soient formés en formation professionnelle. J'ai fait la même démarche au Bénin et je continuerai à le faire dans d'autres pays prochainement, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on aura lancé ces seuils significatifs de jeunes formés à la formation professionnelle et que les jeunes auront vu les résultats de ces formations professionnelles sur le terrain, notamment à travers l'entrepreneuriat auquel aboutit souvent la formation professionnelle, ça sera la meilleure démonstration du fait qu'on a trouvé une voie privilégiée, une des voies royales pour que les jeunes puissent aller vers l'entrepreneuriat. Parce que l'idée, c'est de vraiment pouvoir les inciter à aller vers l'entrepreneuriat, mais vers l'entrepreneuriat responsable, durable. Et donc, ça repose sur une pratique professionnelle. C'est ça l'intérêt réel du lien que nous faisons entre l'entrepreneuriat et la formation professionnelle. Alors, et dans cet écosystème entrepreneurial, l'accès au financement est un réel défi. Comment gagner son pari? On est en train vraiment de tester tous les scénarios sur le continent. Mais même dans des grands enseignes comme l'AFIS qui a eu lieu à Lomé la semaine dernière, on est revenu sur la problématique du financement des PME. Moi, je dirais même des TPE, des toutes petites entreprises. Pourquoi c'est un des défis les plus importants pour notre continent pour se développer? C'est parce qu'en fait, en Occident, le développement s'est fait à partir des PME aussi.
C'est quand les États ont donné les moyens qu'il faut aux PME que petit à petit, ces PME-là, une partie d'entre elles sont devenues des grandes entreprises, des moyennes entreprises, des entreprises internationales. Mais ça commence toujours par la petite entreprise, la PME. Donc, s'occuper des PME, c'est s'occuper de la graine qui peut demain créer des champions africains. Donc, ce n'est pas seulement une question d'opportunité par rapport à la question du financement. C'est vraiment le cœur du réacteur du développement du continent aujourd'hui. Et c'est très important que les États se saisissent du problème, inventent des mécanismes alternatifs pour trouver des financements pour les PME, et c'est le cas dans notre pays. On le fait même de manière thématique. On a inventé des mécanismes spécifiques à l'agriculture avec le programme IGA. On a inventé le FAEJ qui permet aussi d'apporter des solutions de garantie et autres pour régler des problèmes d'accès au financement. Mais il faut continuer à réfléchir à une des formules sur laquelle moi je travaille avec d'autres aujourd'hui. Oui, justement, quand vous parlez de nouvelles formules à trouver pour régler ce problème de financement, vous pensez à quoi? En fait, je travaille actuellement avec d'autres pour qu'on puisse offrir au continent un outil qui va permettre de simplifier l'accès au financement. Je m'explique. Qu'est-ce qui bloque réellement aujourd'hui au niveau de l'accès au financement? C'est la capacité des banques à évaluer correctement et rapidement les projets. Nous, on va se donner comme tâche de travailler en direct avec les porteurs de projets, et c'est nous qui portons l'expertise en interne qui permet de valider la qualité du portage du projet. Et du coup, quand on vient voir les banques, on certifie quelque part la bonne tenue, le bon contenu du projet. Et c'est ça aussi qui va permettre aux banques d'aller plus vite dans le processus d'accès au financement. Ça, c'est pour l'aspect bancaire. Mais il y a aussi beaucoup de financements qui viennent sur le continent sous forme de subventions pour les petites entreprises. On veut être aussi l'instrument qui va canaliser ces financements-là. Parce qu'une partie de ces financements-là, parfois, ne sont pas utilisés, Gaëtan, figurez-vous. Parce qu'il n'y a pas de véhicule approprié pour vraiment pouvoir distribuer ces crédits-là qui sont disponibles pour l'entrepreneuriat à travers le monde, dans les fonds internationaux. Mais c'est le moment maintenant pour le continent qu'on puisse avoir une capacité pour quelqu'un qui est porteur de projet, d'abord qu'il ait un interlocuteur, ils ne l'ont pas toujours, un interlocuteur qui les forme en termes d'expertise et de capacité à porter leur projet pour qu'ils puissent être crédibles et bancables, et en plus un intermédiaire qui les accompagne pour parler avec les banques, parler avec d'autres guichets de financement qui leur permettraient de mettre en œuvre leur projet et surtout après de les accompagner pour le développement. Parce que notre plateforme, ce n'est pas simplement d'accompagner les projets et les financements, c'est d'accompagner tout le parcours de vie des entreprises dans une démarche de partenariat renouvelée qui va vraiment permettre à quelqu'un qui veut amener bout à bout son projet d'être sûr, d'être en contrat de confiance et d'accompagnement durable. Et du coup, ça leur donne la confiance aussi de encore mettre plus d'énergie, plus d'initiatives dans leur projet. Et c'est ça qui va aussi, à mon avis, faciliter ce problème, régler ce problème d'accès au financement. Ce n'est pas que le financement le problème. Oui, et le vrai problème, c'est pour les entreprises que les entreprises se tiennent bien. Et ça suppose de faire respecter des règles de gestion, des règles de protection du patrimoine de l'entreprise que beaucoup de gens ne maîtrisent pas et qui fait peur aux banques. Et nous, si on arrive à lever ces obstacles-là, il n'y a pas de raison que nos banques aussi, qui sont des banques patriotes et responsables avec des mécanismes de RSE qui se développent sur le continent, n'accompagnent pas notre jeunesse, puisque s'ils ne veulent pas accompagner les jeunesses, l'économie, c'est la loi du nombre. Là où se passent les choses sur le continent, c'est avec la jeunesse, et c'est la jeunesse qui a le nombre. Et au regard de ce que vous développez, ça veut dire que la stratégie africaine de l'entrepreneuriat est encore défaillante? Elle n'est pas défaillante, c'est qu'on a procédé un peu par compartiment, par des bouts, et parce qu'il fallait démarrer par quelque chose, et moi je n'ai pas de critique à faire là-dessus. Mais je dis que le moment est venu pour que dans nos pays, on lance des programmes ambitieux qui servent directement à simplifier l'accès au financement pour les entrepreneurs. Il ne faut pas mettre d'autres objectifs là-dedans. Et cette plateforme-là, on est en train de la préparer. Et si tout va bien, l'année prochaine, ça sera lancé à Lomé. Alors, vous parlez d'un secteur comme l'agriculture, qui est un secteur porteur, dit-on. Mais c'est dans ce secteur que les acteurs ont du mal à avoir accès au financement. En fait, c'est encore un autre problème. Parce que pour tout vous dire, au Togo, on a le mérite d'être très innovant, d'être très offensif sur ces questions de l'entrepreneuriat. Notre ministère de l'Agriculture a mis en place un département dédié à l'entrepreneuriat agricole. Donc c'est pour vous dire à quel point on joue la proximité par rapport aux acteurs de cette question de l'entrepreneuriat. Mais la vraie problématique, je le répète encore, c'est de faire en sorte qu'il y ait une convergence des moyens pour aller vers les objectifs que l'on veut, que les choses se fassent de manière un peu moins dispersée. Et cette cohérence-là, ça suppose une vision, ça suppose qu'on ait un certain nombre de plateformes dédiées à des parties de ce qu'on veut faire qui soient bien définies. Et c'est l'enjeu qu'on a, nous, avec la plateforme qu'on veut mettre en place, pour que vraiment on puisse
démystifier en fait les blocages qu'il y a par rapport à l'accès au financement. Et je vous répète que vraiment au Togo, on a testé beaucoup de choses, on a mis en place beaucoup de choses. Et maintenant, il est question de juste consolider ça. Et nous, avec notre plateforme, on va aussi s'appuyer sur l'existant du Togo qui va nous servir comme modèle pour aller l'exporter ailleurs et développer cette plateforme dans d'autres pays. Et la solution passe aussi par la mise en place d'un fonds d'investissement pour les jeunes en particulier. C'est obligé qu'on réfléchisse à cette question de fonds d'investissement ou même de fonds de garantie pour l'entrepreneuriat jeune, parce qu'en fait, c'est ce qui permet de démontrer qu'on a bien ciblé le problème et qu'on lui a donné la solution appropriée. Et je considère même que ce fonds doit faire l'objet d'un financement qui vienne de toutes les organisations financières du continent. Il faut qu'on trouve un système de péréquation pour que, pour la première fois, il y ait une initiative forte qui soit prise vis-à-vis des jeunes à travers ce fonds. La Banque mondiale n'est pas la plus indiquée pour porter ce genre de choses, mais je pense que la BAD peut être le leader sur cette question pour lancer ce fonds innovant qui va permettre vraiment, pour tous les jeunes qui sont en capacité de démontrer, de porter un projet, d'avoir une chance de pouvoir mettre en œuvre leur projet, parce que la question du financement ne se pose plus, parce que la question de l'expertise technique ne se pose plus. Et c'est ça qui permettra, je le dis comme je le pense, demain aux jeunes Togolais, aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Nigérians, aux jeunes d'Afrique du Sud, d'avoir les mêmes chances que le jeune Chinois, le jeune Américain et le jeune Australien. Et l'autre priorité, c'est aussi l'entrepreneuriat féminin. Sur quel levier faut-il agir? Je pense qu'on agit déjà beaucoup sur notre continent sur la question du genre. C'est jamais assez. Je le dis comme je le pense. Mais il y a beaucoup de clusters et des plateformes qui sont mises en place pour vraiment accompagner de manière spécifique et dédiée l'entrepreneuriat féminin. De la même manière qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en matière de leadership féminin sur le continent. Il faut valoriser ce que nous faisons et qui fonctionne bien. Là encore, ce qui manque, et c'est vraiment mon opinion d'observateur en tant que diplomate un peu 360 degrés, c'est qu'il n'y a pas assez d'outils intégrateurs de toutes ces actions-là, de toutes ces initiatives-là qui se prennent. Je considère même que la transition que vit notre continent actuellement, c'est une transition qui passe d'abord par l'intégration de tout ce que nous faisons déjà. Et qu'est-ce qui expliquerait cette disparité? Mais parce qu'au départ, nos réflexes sont un peu individuels, nos réflexes sont un peu cloisonnés, nos réflexes sont un peu nationaux. Et malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'intégration, on ne l'a pas assez porté. Or, c'est l'intégration qui est l'instrument qui va nous permettre d'avoir la vitesse, d'avoir l'efficacité, d'avoir les résultats. Si on intègre un peu tout ce qui est fait déjà, qu'on met en cohérence tout ce qui est fait déjà, on est plus efficace, on a des résultats plus mesurables et c'est ça aussi qui va rendre plus attractif notre continent pour les investisseurs internationaux parce que les activités qui sont faites ça et là dans telle et telle structure ne sont pas assez bien portées. Mais si on met en place des structures, des plateformes qui regroupent, des fêtières qui regroupent les initiatives qui sont sur le continent, croyez-moi, ça aura du sens et les impacts seront beaucoup plus visibles et motivants pour les partenaires internationaux. Safio Radji, si vous aviez un mot de la fin, que diriez-vous? Je dirais d'abord qu'il faut se réjouir d'être le continent où la démographie nous arrange avec la jeunesse que nous avons. C'est un atout énorme sur notre continent parce que la plupart des problèmes qui se posent dans le monde à venir partent de la question du nombre. Et nous, on a le nombre pour nous. Donc il faut prendre ça comme un atout. Mais ce capital humain n'aura vraiment de portée que si on y met la compétence. Il faut passer du capital qui est un potentiel à la compétence qui est une puissance. Passer du capital à la compétence. L'idée, là, c'est qu'il faut qu'on prenne à la limite, dans chaque pays, chaque jeune comme un atout pour le pays. Chaque jeune comme un atout pour le pays. Et qu'on s'occupe de chaque jeune qui veut porter des projets pour qu'il puisse se dire, dans mon pays, j'ai eu la même chance, comme je le disais, que les jeunes de d'autres pays. On l'a compris, Safio Radji, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Chagaï. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. Merci, Gaëtan.